Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour et bienvenue dans le podcast des Dérangeants, deuxième saison, chapitre 2. Je m'appelle Patrick Marcelet et aujourd'hui, je vous convie à un podcast fascinant. D'abord, il y a notre invité, l'ex-président, directeur général de Rona, M. Robert Dutton, qui va être avec nous dans 5 petites minutes. Et puis, je tiens à remercier nos 3 dérangeants d'aujourd'hui qui ont accepté d'aborder un thème qui n'est pas facile. Les fois où, comme entrepreneur, vous vous êtes fait avoir ou vous êtes fait rouler, appelez ça comme vous voulez, là, on n'ira pas avec les mots vulgaires, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, financières, psychologiques, etc. Et pour nous en parler, on a avec nous le fondateur et PDG de Mathémo Monde et aidersonenfant.com, Carlo Coggaro est avec nous. Salut Pat! Allô. On a Marie-Claude Duquette qui est présidente du groupe Triton. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Et Noah Adler qui est fondateur de Arche Innovation. Bonjour Noah. Bonjour Patrick. D'abord, j'ai envie de vous demander vos coups de cœur, vos coups de gueule. Je sais qu'on a un coup de cœur, un coup de gueule, puis un comme un, je sais pas trop c'est quoi. On commence par lequel? Le coup de cœur, le coup de gueule, le on ne sait pas trop. Ben, je vais commencer. Donc, oui, moi, j'ai un coup de cœur. Le dernier, le week-end dernier, je suis revenue d'un hiking avec des charges sur le dos. Dans la catégorie se sortir de sa zone de confort, là, j'étais pas mal dedans. Fait que j'étais allée chez l'Accordé, je me suis équipée, puis j'ai dépensé pour l'équivalent d'un voyage dans le sud. Puis à ce moment-là, j'étais semi-prête à partir. Donc, je trouvais ça super excitant. J'étais super fébrile. Puis j'étais comme, OK, je vais aller monter une montagne. Et après peu de temps, sérieusement, je me prenais pour Reese Witherspoon dans le film Wild de Jean-Marc Vallée. Oh my God. J'étais à peu près à ce niveau-là. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Voyons donc, je m'inflige ça. Là, je montais une montagne emmenée. C'était plus une montagne, c'était juste un cap de roche. Puis il fallait que je m'agrippe. Puis si je lâchais, je tombais. C'est de la job, hein, pour vrai? C'est vraiment de la job. Puis le camping, je peux pas dire que je suis une fan. Fait que rendu là, en plus, je m'en allais dormir dans une tente sur un coussin puis il pleuvait. Fait que c'est vraiment facile parce que ton cerveau embarque. Puis comme, t'es pas capable, tu seras pas capable, tu sais. Puis moi, ça m'a vraiment fait prendre plein de prises de conscience. Tu sais, quand t'oses puis tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu apprends, c'est là que tu te découvres. Puis je pense qu'il y avait plein de parallèles aussi avec la business puis avec la vie. Honnêtement, au final, ça a été une super belle expérience. J'étais avec des gens qui pouvaient le faire. Puis ça, c'est comme en business, tu sais. Tu vas le faire avec des gens qui peuvent te montrer comment le faire. Tu vas pas y aller tout seul. J'étais avec des gens qui pouvaient le faire, qui pouvaient m'aider. Puis au final, je me suis vraiment rendu compte que j'étais en train de devenir addict à oser. Parce que oser, c'est vraiment ce qui nous fait grandir. Puis moi, ça a été mon coup de cœur. Je me suis dépassée, puis je suis vraiment contente. Et souvent, c'est dans l'état d'esprit aussi. Tu étais peut-être dans un état d'esprit au départ qui était plus négatif et tranquillement, pas vite, ça s'est avéré plus positif. Fou tu sais, dans le fond, nos pensées roulent. C'est de prendre nos pensées, de les s'arrêter, faire « Hey, non, regarde, je suis capable ». Ça, c'est dans tout. Fait que moi, ça a été ma prise de confiance. C'était le coup de cœur de Marie-Claude. On y va avec le coup de cœur. Ouais. Coup de gueule, on est comme pas sûr, Carlo? Moi, mon père m'a toujours dit de ne pas parler de politique en public au travail. Donc, évidemment, je vais vous parler de politique. On vient de sortir d'une campagne électorale, puis on est beaucoup dans la politique spectacle. Fait que ça, c'est mon coup de gueule. Mon coup de cœur, c'est que on a choisi d'élire un nouveau gouvernement dernièrement au Québec, ce qui est une première depuis longtemps entre le Parti québécois et le Parti libéral. Puis, je nous souhaite simplement quelque chose qui pourrait devenir un coup de cœur. Puis pour moi, ça deviendrait un coup de cœur si on avait un gouvernement qui permettrait aux Québécois de toutes les origines de s'épanouir, s'émanciper, réussir au Québec. D'aider le Québec à prendre sa place dans le Canada et dans le monde pour le bénéfice de tous. Puis troisièmement, il y a un gouvernement qui aura le courage d'informer, de former son monde aussi. Le gouvernement, des fois, oublie qu'il faut expliquer les décisions, expliquer les dessous des décisions ou les raisons derrière les décisions, puis prendre des décisions qui ne seront pas dogmatiques, mais bien basées sur la science puis sur une réalité qui change vite, entre autres en éducation. C'est pas juste d'ajouter des budgets puis de couper des budgets qui est important, c'est de repenser ce modèle-là aujourd'hui, puis de le repenser dans 10 ans, puis de le repenser dans 20 ans. Tu sais, c'est d'essayer d'avoir un gouvernement qui va nous amener à être moderne. Là. OK. Je sais même pas, moi non plus, encore là, si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. Non, c'est ça. Tu avais raison. Envoyez vos votes. On va y aller avec le coup de gueule, cela étant dit, là, le vrai de vrai, Noah. Ben pour moi, j'ai un mot à dire. Wajam. C'est un article. Ouais, tout le monde sait de quoi je parle. Et
Moi, je suis quelqu'un qui est très impliqué dans la communauté technologique, dans tous les startups. Et une histoire comme ça démontre à tous les investisseurs qu'ils doivent être plus rigoureux. Ils perdent de confiance dans les entrepreneurs. Et je pense que quelqu'un qui est un leader dans le monde des entrepreneurs et aussi une entreprise qui était une histoire importante dans tout l'historique de Montréal, pratiquement dans la communauté tech, il y a une responsabilité de bien faire des choses. Et ça démontre qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas appris que l'important, c'est de vraiment offrir un produit qui est intéressant, qui est nouveau, parce que nous sommes les nouveaux leaders de l'entrepreneuriat, le monde d'affaires, et si on n'a pas de confiance derrière nous, on perd tout. Alors, j'espère que tous les entrepreneurs qui nous écoutent, même si les choses ne vont pas bien, ne pas inventer des statistiques ou des informations et de juste être fiable. Je sais que la plupart d'entre nous, effectivement, vous savez de quoi on parle quand on dit Wajam, mais je veux quand même, pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est, qu'est-ce qui fait en sorte que Wajam, au bout du compte, t'es en maudit après eux? En bref, ils ont mentionné que Wajam a un peu inventé leur technologie. Tous les résultats qu'ils ont promis, c'était pas vrai. Ils ont un peu faké la situation. On peut vraiment pas permettre des entrepreneurs de raconter des conneries à tout le monde, à se mettre tous les entrepreneurs dans une mauvaise lumière et ils parlent pour une communauté. Donc, ça a un peu nuit, effectivement, à la réputation Et c'est un entrepreneur derrière qui a énormément de visibilité au Québec. C'est le deuxième élément qui est encore plus lourd de conséquences pour la communauté des entrepreneurs, la communauté start-up, sur l'impact négatif que des mauvaises décisions comme ça peuvent avoir. Je suis tout à fait d'accord. J'adopte le coup de cœur de Noah. C'est un coup de gueule en passant. Oui, j'adopte. Ouais. On suit, Carlo. On suit. J'adopte le coup de gueule de Noah. On va finir par l'avoir. Restez avec nous autres dans les prochaines minutes. Je pense qu'on peut tous le dire. On est fébrile, on est content, on est extrêmement fiers de recevoir Robert Dutton avec nous. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com. Impossible de résumer en quelques secondes le CV de notre invité aujourd'hui, tellement il est garni. On va mentionner simplement qu'il a œuvré pendant 35 ans chez Rona, dont 20 ans à titre de président, et que c'est sous sa direction que la bannière est devenue le plus important quincaillier au Canada et un fleuron quand même du Québec Inc. Il vient de lancer sa biographie mise à niveau qui a fait couler beaucoup d'encre. Monsieur Robert Dutton, merci et bienvenue dans Les Dérangeants. Merci de m'inviter. Je suis très content d'être ici. C'est très le fun, vraiment très le fun. Je le disais tout à l'heure, on est bien fébrile de vous avoir aussi, bien content. J'ai l'impression qu'on a eu besoin que vous écriviez votre biographie pour entendre votre version des faits. J'ai l'impression que les grands médias avaient peut-être pas envie de vous donner le crachoir avant cette parution-là. Est-ce que je me trompe? J'ai eu quand même la chance de m'exprimer, mais c'est toujours dans des contextes très brefs. Il faut avoir la ligne punch, mais je trouvais que la situation était suffisamment complexe pour que j'avais besoin du temps et de l'espace pour pouvoir l'expliquer comme il faut. Mais c'est pas seulement l'explication de Rona aussi, en fait, il y a une histoire là-dedans. La première histoire, c'est mon histoire à moi. Un petit gars qui est sorti d'université à 22 ans avec la profonde certitude qu'il ferait rien dans la vie. Parce qu'il manquait de confiance en lui, il n'était pas capable de parler. Mon fait d'armes au HEC après 3 ans, c'est « j'ai jamais parlé ». Et moi, je m'étais convaincu que je ne serais pas bon. Alors, j'ai dit à mon père, je vais prendre la relève du magasin, vous me logez puis vous me nourrissez. Un peu Tanguy avant le temps. Alors, il m'a dit, oui, mais garde. Oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais le premier soir, j'ai travaillé. Il y avait une réunion chez Rona le soir. Alors, naturellement, mon père m'a tiré pour que j'y aille. Et je suis allé. Et là, c'était l'enfer parce que mon père m'a présenté à tout le monde, mon fils qui sort de l'université. Tu sais. Et quelques jours plus tard, le président m'a appelé. Puis il m'a dit, passez à mon bureau. C'est André Dion, un gars du Lac-Saint-Jean. Tu sais, c'est comme... Alors, j'ai dit, oui, je vais passer à votre bureau. Et là, je suis arrivé à son bureau, puis pour faire une histoire courte, c'est qu'à un moment donné, il m'a dit, vous faites des études en marketing? Ça, j'ai compris, oui, je suis en marketing. Parfait. Nous, on est en train de lancer le département de marketing, vous emmenez avec nous. Est-ce que tu étais content? Je savais pas quoi dire. J'ai dit, non. Je prends la relève de mon père... Ah, il m'a dit, ton père, il y a un petit magasin à Laval, qu'est-ce que tu vas faire là? Voyons donc. Puis là, j'hésitais. Puis là, il m'a dit, au moins, viens 2 ans. Quand on est timide et on n'a pas confiance, c'est difficile de s'obstiner. Alors, j'ai dit oui. Et j'ai pleuré Boucherville-Laval en me disant, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est impossible. Et je suis rentré dans l'entreprise, puis je me souviens, le premier matin, je suis rentré, puis c'était la fin de juin, puis j'ai dit, en décembre, je vais donner ma démission. Je vais faire 6 mois, pas plus. Mais
Quand est-ce qu'il y a eu le switch de dire, OK, j'ai confiance, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, je crois en moi, je crois en mes capacités? Ça a pris un peu de temps. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que je suis arrivé dans cette entreprise-là, on est en 77. Là, il faut comprendre, en 77, là, le Parti québécois, puis je fais pas de politique, mais le Parti québécois a gagné, on vient de connaître les Olympiques. Tu sais, il y a comme un esprit, là, on est capable comme Québécois. Puis là, on entend parler d'un monsieur qui s'appelle Pellado, qui achète des imprimeries, un monsieur qui s'appelle Laurent Baudouin. Il y a comme un mouvement. Et Canadian Tire installait beaucoup de magasins. Et là, il faut battre les Anglais. Je suis arrivé dans une entreprise où il fallait battre les Anglais. Et ça, moi, je n'avais jamais fait de sport. Je savais pas que j'étais compétitif, mais à un moment donné, prendre sa place, des entrepreneurs, c'était 350 entrepreneurs. Là, tu te dis, là, non, on va gagner, là, on va gagner. Alors, je me suis laissé prendre là-dedans. Puis j'ai tellement aimé ça. Puis là, j'ai compris l'histoire de cette entreprise-là aussi, qui se battait en fait des Anglais depuis 1939, parce que la date d'incorporation de Rona, c'est la même date que la déclaration de la Deuxième Grande Guerre mondiale. Rona est né dans l'adversité, quand c'était difficile. Donc, vous êtes un combattant, vous êtes un compétitif. Ah oui, il faut que je gagne. Jouer pour participer, ça n'existe pas. C'est jouer pour gagner. J'aime ça, jouer pour participer, mais quand tu gagnes, c'est encore plus difficile. Non, mais je serais pas prête à faire n'importe quoi. La fin ne justifie pas les moyens. Mais si on est capable d'avoir la bonne stratégie, moi, vraiment, là, ce qui me faisait triper chez Rona, c'est le plan stratégique. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi l'échiquier? Qu'est-ce que les concurrents font? Où est-ce qu'ils s'en vont? Qu'est-ce que le consommateur veut? Ça, ce jeu-là, c'est sûr que c'est ce qui me motivait le plus, là. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de l'écosystème Rona puis des commerçants qui sont en fait les actionnaires de Rona au départ. Jusqu'à quel point ça vous motivait à réussir? Ah, beaucoup. Quand les fournisseurs, c'était la guerre, il y avait rareté de fer, puis les fournisseurs, ils ne livraient pas aux Québécois, aux francophones, ils livraient juste aux anglophones. Alors eux, ils se sont regroupés pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et après ça, ça ne fonctionnait pas encore à leur goût. Ils sont allés voir des gens. Tu sais, un monsieur à Québec qui brasse de la peinture, puis il a dit « Hey, toi, Sico, là, si tu veux, on va t'aider à grossir. » Ils sont allés voir quelqu'un à Yamachiche qui faisait des clous. « Hey, garde, agrandis, on va faire... » Et ils ont développé cet écosystème-là. Tu sais, c'est comme la création de richesse qui est partagée avec le milieu. Puis ça a duré. Moi, quand je suis arrivé là, c'était comme « Hey, wow! » On n'est pas juste une entreprise qui vend des clous. Il y a comme une mission en arrière. Puis comme on vient d'une culture de petits marchands, tu sais, un petit marchand, là, il ne peut pas tromper son client. Parce qu'il voit à l'épicerie, il va le voir à la caisse populaire. Là. Ouais. Il y a comme... À l'église le dimanche. Bon, à l'église à l'époque. Alors, tu dois être bon avec ta communauté. Et ça se transférait dans notre entreprise. Alors, tu sais, on ne parlait pas de responsabilité sociétale, mais tu sais, nous autres, c'était important. C'est à la base même de votre conception, de la conception de Rona dans les années... En 1939, c'est justement de soutenir ce monde-là. Exactement. Fait que là, tu arrives dans cet écosystème-là, tu arrives dans cette pensée-là, carrément en ligne avec mes valeurs. Alors, veux pas, je me suis donné des coups de pied dans le derrière pour prendre ma confiance en moi, puis me débattre, puis dire, je voulais tellement qu'on gagne, qu'on prenne notre place, que c'est ça qui m'a forcé à aller au bout de moi. Bien, en ce sens-là, je veux qu'on revienne à ce que vous disiez tout à l'heure. Puis moi non plus, je ne veux pas faire de politique, là, mais donc, vous avez dit... Comment? Faisant. Oui, on a notre ami ici. Non, mais... Oui, j'écoute. Mais j'aime beaucoup les Anglais. Je suis allé au Canada pour être à leur rencontre. Non, mais vous dites, vous avez commencé en 67 en disant il faut ébattre les Anglais. Je comprends que c'est une figure de style jusqu'à un certain point. Là. Il reste qu'en 2018, Rona a été acheté par les Anglais au bout du compte. On a l'impression que le Québec Inc. et sa bombe. Est-ce que les Anglais ont gagné finalement? Dans le cas de Rona, évidemment, le gouvernement de l'époque, maintenant, on peut dire ça, a autorisé la vente parce que c'était le gouvernement qui était le principal actionnaire avec la Caisse de dépôt et investissement Québec. Pourquoi ils ont décidé de se départir d'une entreprise qui créait cet écosystème-là au Québec? Au Québec et au Canada, là, le milieu manufacturier, c'était 80 000 emplois en quincaillerie. La majorité de ces emplois-là étaient causés par nous parce qu'on était le plus gros vendeur de produits de quincaillerie au Canada. On était le premier au Canada. Ouais. C'est un point d'interrogation que personne ne comprend, d'autant plus que quand ils l'ont vendu en 2016, l'économie était repartie. Là. Et aujourd'hui, là, avec la croissance de l'économie, les résultats seraient fantastiques. On a cédé ça et je me souviens, Gérald Fillon m'avait invité en entrevue il y a 2 ans puis il m'a montré un vidéo de M. Sabia de la Caisse de dépôt puis il a dit « on n'aurait pas été capable ». Et j'ai pas dormi de la nuit parce que pas capable, c'est tout à fait à l'encontre de ce que je pense qu'on est comme Québécois puis comme Canadiens. Pas capable. Qui peut nous dire qu'on n'est pas capable? On est capable. On a toutes les ressources. Puis Rona avait 75 ans d'existence. Puis moi, j'ai géré une entreprise, j'ai dirigé une entreprise où on a toujours annoncé sa mort. Quand je suis arrivé en place, j'avais 35 ans, les gens disaient hey,
Un petit jeune de 35 ans, président de cette entreprise-là. Il vient du marketing en plus, même pas sérieux. Après ça, Renault Dépôt a parti ses grandes surfaces. Ah, c'est la fin de Rona. Les grandes surfaces, le Rona ne sortira pas. On a fait notre affaire, on a modifié notre modèle d'affaires. Après ça, Home Depot annonce Home Depot au Québec, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Mais, Jusqu'à 5 ans plus tard, on était le premier au Canada en commerce de détail. On est capable. Toute l'histoire de 75 ans prouvait qu'on est capable. Mm-hmm. J'ai une question pour vous. Vous parlez beaucoup souvent de renouveler le Québec Inc. En 2018, c'est quoi l'identité de Québec Inc? Pour moi, le Québec Inc., je le vois beaucoup chez les jeunes entrepreneurs. Moi, c'est ça qui m'intéresse actuellement. Ma passion est là. Ouais. J'ai transféré des quincailliers aux jeunes entrepreneurs. Et les jeunes entrepreneurs, c'est les jeunes bâtisseurs qui m'intéressent. Et les bâtisseurs, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Les filles et les gars qui sont en train de lancer leur entreprise. Ce que j'aime, c'est qu'elles sont extrêmement dynamiques, sont dédiées. Ils ont une conscience sociale qui est très importante. Oui, ils veulent faire de l'argent, c'est normal. Ils veulent avoir des entreprises profitables. Mais à chaque fois qu'on me présente un projet, on m'arrive avec un projet où il y a une dimension sociétale, environnementale, communautaire. Tu sais, je me dis, on est en train de faire une génération de gens qui ont une espèce de conscience qu'on n'avait pas autrefois. Je suis d'accord, mais je pose la question autrement. Vous avez parlé comme l'émergence du Québec Inc., c'était une bataille entre les Anglais et les Français. On n'a pas aujourd'hui. C'est plus ça aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas là du tout. Là. Je veux dire, on est ouvert sur le monde. Moi, tu sais, quand je demande à mes jeunes, c'est quoi ton marché? Je veux dire, 90% ben, c'est le monde. Ils ne se voient pas... non, on n'est pas là. On n'est plus... Bonne nouvelle. Es-tu rassuré? C'est ça que j'allais dire. Non. Merci de clarifier. Mais en même temps, votre expérience à Toronto, dans les grands cabinets, quand Rona était à la bourse, puis que les actionnaires ontariens mettaient beaucoup de pression pour les résultats à court terme, dans votre livre, on sent cette forme de condescendance-là envers les petits marchands et envers les Québécois dans certains cas. Et ça, c'est 2014, 2015, 2016. C'est évident que j'ai toujours cru que les gens de l'Ontario avaient pris ça très dur que ce soit un Québécois qui soit le premier au Canada. Ouais. Mais je pense qu'au-delà de la langue, c'est aussi la façon de faire des financiers. C'est standard chez eux. Ouais, c'est un monde à part, les financiers, je veux dire. Ça en vient à la question d'amener Rona public à la bourse, qui découle de cette lignée d'acquisition que vous avez faite avec Rona dans les 15-20 dernières années, depuis le début des années 2000. Est-ce que vous referiez les choses de la même façon avec Rona par rapport à, entre autres, la Caisse de dépôt et de placement, qui est vue, je pense que quelqu'un vous avertit en disant que faites attention, c'est des vipères. Cette spirale-là qui vous amène à aller à la bourse, qui finalement vous amène qui amène Rona à être vendu aux Américains au bout de la ligne, c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Je ferais exactement la même chose. Je ramènerais Rona à la bourse. Ça crée quand même beaucoup de richesses pour nos actionnaires marchands. Ça leur a permis d'avoir... Parce que les marchands étaient les seuls propriétaires. Évidemment, aller à la bourse, puis avec le projet qu'on a eu, l'action a pris beaucoup de valeur. Ils ont pu vendre des actions, réinvestir dans leur entreprise, aller chercher leur marché. On avait 50% du marché au Québec, c'était grâce à ça. C'est grâce à ça. Okay. Sauf qu'à partir de 2007, je pense qu'on aurait dû rapidement prendre des mesures pour commencer à sortir. Racheter des actions, puis pas se repositionner comme on appelle ça un stock de croissance, là, c'est-à-dire des actions de croissance, oui, il faut toujours la croissance. Ça, je referais ça différemment, aller chercher un partenaire stratégique. Moi, je crois beaucoup au partenariat stratégique, de rassembler des gens qui ont les mêmes intérêts, puis ces gens-là auraient pu investir dans Rona, puis en même temps, on aurait pu s'en servir comme un pouvoir d'achat. Puis, j'ai été peut-être un peu lent à réagir, mais je suis pas dans le regret. Je veux dire qu'on a vécu les choses comme ça se vivait, puis à chaque fois, on pense qu'on a pris la bonne décision. Là. Je ne suis pas un expert en économie, M. Dutton. Quand j'entends des entreprises qui sont vendues, que ce soit le Cirque du Soleil, Rona, il y a eu Saint-Hubert aussi, donc souvent, ce que nous, on reçoit, le public comme tel, on va nous dire, inquiétez-vous pas, les sièges sociaux vont rester ici, au Québec, ça va rester le... C'est de la bullshit, tout ça. Moi, je suis un peu inquiet. C'est pour ça que j'ai sorti le livre aussi en campagne électorale, pour en faire un sujet de discussion. Je pense qu'il faut protéger nos sièges sociaux. Il ne faut pas protéger tous les sièges sociaux. Il faut faire attention, j'explique ça souvent. Il faut protéger les entreprises qui créent des écosystèmes. Parce que le gouvernement et même la Caisse et Investissement Québec ne peuvent pas se mettre à acheter toutes les entreprises. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est si une entreprise crée un écosystème où il y a un impact plus grand que juste le nombre d'emplois qu'elle crée dans l'entreprise, il faut prendre soin de ces entreprises-là. Vous travaillez beaucoup avec des jeunes, puis je me demandais si aujourd'hui en 2018, c'est quoi le conseil que vous donneriez à un jeune entrepreneur pour être un bâtisseur du Québec? D'abord, d'aller chercher le bon incubateur ou le bon accélérateur.
Actuellement, au Québec, là, on a privilégié, notamment dans la région de Montréal, on a probablement un réseau de support qui est fantastique, des ressources extraordinaires. Puis on a aussi un réseau de mentors. Moi, je suis très impressionné comment les hommes et les femmes d'affaires au Québec sont généreux pour venir partager leur expérience puis venir supporter notre jeunesse. Alors, moi, je chercherais cet encadrement-là. Après ça, évidemment, on va travailler sur les choses traditionnelles, s'assurer qu'on a le bon modèle d'affaires, s'assurer que notre produit réponde à le bon client, on a bien identifié notre clientèle, puis aussi, relève tes manches. C'est moi, quand on me dit « Ah, comment t'as fait pour réussir? » C'est comme si il y avait une petite baguette magique, puis tu sais, j'enlève toujours mon veston, je relève mes manches et j'ai travaillé. Ça reste une valeur de paysan urbain, là, mais ça reste encore pour moi une valeur importante. Puis il faut aussi, les jeunes ils ont raison, il y a une espèce d'équilibre travail-famille où ils n'ont pas tort, mais dans les périodes de lancement, c'est sûr que c'est très exigeant. Il faut être conscient de ça. Puis ce que j'aime dans les incubateurs, c'est qu'on travaille à l'entreprise, mais on travaille bien plus à développer l'entrepreneur. Tu sais, puis honnêtement, là, même un jeune qui, son projet échoue, puis ça n'a pas fonctionné, moi, je suis encore président de Rona, je l'embauche tout de suite. Ah ouais? Oui, parce que quelqu'un qui a fait cette démarche-là de lancer son entreprise, bâtir son plan d'affaires, cogner à la porte des financiers, trouver les bonnes personnes ressources pour l'aider, pour moi, ça fait les meilleurs employés que tu peux pas avoir. Il y a une dimension globale que quelqu'un d'autre n'a pas. Puis moi, je veux avoir des leaders, je veux former des leaders entrepreneurs qui sont éthiques et durables. Ça veut dire éthique, ça veut dire que ces gens-là ont des valeurs sûres, qui sont non négociables, et qui vont être capables de dire on peut faire de l'argent, avoir du succès, puis avoir une éthique irréprochable. Puis deuxièmement, durable, c'est pas que je veux qu'ils vivent pour l'éternité, mais je veux qu'il y ait du sens. Il faut que tu mettes du sens dans qu'est-ce que tu fais. Moi, je me souviens, on m'a dit un jour, tu vends des clous. Tu sais, toute cette passion-là, vendre des clous, j'ai jamais aimé les clous, là. Moi, je veux vendre plusieurs variétés de clous. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, il faut que tu trouves le sens de pourquoi tu le fais. Puis je pense que quand on arrive à les positionner comme ça fait des fichus bons entrepreneurs. Ouais. Vous parlez de vos valeurs. On vous a offert, sans le dire, des avantages à l'équipe de direction pour vendre à Lowe's plus tôt qu'en 2016. Est-ce que ça a été dur de dire non à ces pots de vin-là ou à ces avantages-là? Jamais. Non? C'était tellement ancré. Il faut se rappeler que moi, j'ai eu 2 périodes aussi où j'ai pris du recul. Hein. Il y a une fois 10 jours à Vancouver, à 28 ans, où j'ai fixé c'était quoi, où je positionnais l'argent, le pouvoir et l'ego dans ma vie. À 42 ans, j'ai pris 6 mois. Donc, à 6 mois, je me disais, et c'est là que j'ai repositionné ça, trouvé ma mission, qu'est-ce que je voulais faire. C'était non négociable. C'était normal, j'y croyais tellement. Il n'y avait pas de décision à prendre. Il n'y avait pas d'argent. Je sais aussi que j'aurais pu rester chez Rona faire des compromis beaucoup sur mes valeurs et sur mon éthique personnelle. Sur le plan que vous aviez mis en place. Sur le plan que j'avais, mais pas juste sur le plan, sur les valeurs. Parce qu'à un moment donné, les investisseurs viennent et mettent beaucoup de pression. Tu sais, je me souviens un jour, quelqu'un arrive et dit « Ah, regarde, tu vas fermer 10 magasins, ça va couper 2500 emplois, puis là, tu vas passer pour un héros. » On va fermer 10 magasins, pourquoi? Non, mais c'est pour faire un show de... regarde. J'aurais pu jouer ces games-là. Je ne l'ai pas vu. Et ce que je suis le plus fier dans ma vie, c'est pas d'avoir amené une entreprise à 5 milliards puis 1,3 milliard de profit. Ce que je suis le plus fier dans ma vie, puis je pense que c'est ça aussi que je veux que le livre porte comme message, c'est que on peut être éthique, on peut avoir des valeurs solides, puis je suis pas pauvre, là. C'est ça. C'est important de te lever le matin, tu te regardes dans le miroir, puis tu es capable de dire bravo. Là. J'ai réussi avec ça. J'ai réussi avec ça. Ouais. Puis, son livre s'appelle « Mise à niveau ». Robert Dutton, vous n'êtes pas pire pour quelqu'un de timide? Je suis bien entouré. Là. Merci. Je m'excuse pour monsieur. Sur l'anglais, je ne savais pas. C'est vraiment l'époque. Là. Monsieur Dutton, je suis québécois, t'inquiète pas. OK, parfait. Merci beaucoup, Robert Dutton, d'être passé par le studio des Dérangeants. Dans quelques instants, on va se parler de ces quelques fois où nos dérangeants se sont fait avoir, se sont fait rouler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, oui ou non, dans votre vie, ça, M. Dutton? C'est très long. Je pense que l'émission va terminer. On veut des noms. Bien sûr. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises.
fiers de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. Vous le savez sans doute, le concours Vente à salade, ben c'est parti. Et d'ailleurs, on a commencé à recevoir vos elevator pitch où on a beaucoup de fun d'ailleurs à vous écouter. Ouais. On a hâte de commencer à vous présenter les 10 projets finalistes qui pourraient remporter l'une des 2 formations bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. C'est quand même une valeur de 1 300 $ chacun. Et entre-temps, donc, vous avez jusqu'au 1er novembre pour participer. Rendez-vous sur lesdérangeants.com/vente à salade. Et vente à salade, dans le fond, Marc-Claude, c'est le temps, dans le fond. Tu as 30 secondes, tu lances ta business, on le met en onde, tu as un public qui t'écoute. C'est le temps de faire valoir c'est quoi ta business. Ce n'est que positif. Vente à salade, un segment créé avec Desjardins Entreprises. T'aimerais présenter ta start-up à nos auditeurs? T'as 30 secondes. Visite lesdérangeants.com/vente à salade. Les dérangeants. De retour dans Les Dérangeants, chapitre 2 de cette 2e saison. Et là, on se remet tranquillement notre entretien avec M. Dutton. Non, mais sérieux, quel homme généreux, C'était intéressant, c'est cool. Vraiment, là. Ouais. Ça s'est bien passé, Noah, quand même, malgré tout est cool. Arrête, Ok, ça va. ok. Je m'intègre. Je m'intègre. Je veux qu'on aborde un sujet qui est assez délicat quand même, puis je vous trouve bon de vous lâcher comme ça, lousse dans la fosse au lion, parce que c'est pas vrai que c'est toujours rose, c'est pas vrai que tout va toujours bien non plus pour les entrepreneurs, et il y arrive parfois que dans votre carrière, vous regardez derrière, vous dites « Tabarnouche, je me suis fait avoir. Je me suis fait rouler. » Il ne doit pas y avoir beaucoup d'entrepreneurs qui ne vivent pas des situations comme ça parce qu'on fait des trucs qu'on n'a jamais fait avant. Fait qu'on se fie à notre opinion, notre instinct, ce qu'on pense connaître, des fois à des conseils externes. Mais une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 10, on finit par avoir pris une mauvaise décision avec un mauvais partenaire ou un mauvais projet. Puis c'est là qu'on a l'impression de se faire avoir. Marie-Claude, ça t'est déjà arrivé? Moi, j'ai goût de dire, on a quand même un feeling. En tout cas, moi, dans mon cas, il y a souvent des fois où est-ce que je m'en suis sortie. Puis après ça, tu peux jamais valider que tu t'en es bien sorti parce que tu t'en es sorti. Fait que tu sais pas qu'est-ce qui s'est arrêté. Mais souvent, tu as un petit feeling. Puis ça, il faut l'écouter. C'est ce qui nous permet de nous en sortir le plus souvent des cas. Il faut vraiment écouter notre intuition. Écoute, moi, Pat, j'avais une job. J'ai imprimé pour 25 000 $ d'étiquettes de bouteilles de shampoing. J'avais un contrat de signé. Je mettais ça en inventaire. Je livrais ça au client. Le client, il ne vendait pas ses bouteilles de shampoing. Il disait « Ah, mais écoute, moi, je ne peux pas te payer, je ne vends pas mes bouteilles de shampoing. On s'entend-tu que c'est pas mon problème? » Fait que là, il ne me paye pas. Fait que je fais les démarches. Comment c'est les démarches? Puis tu te rends compte que finalement, le contrat qu'on a signé entre lui et moi, mais il est bidon parce que son siège social, il est rendu en Ontario. C'est pas son nom, c'est au nom de sa femme. Puis finalement, ben, tu n'en as pas de recours. Ça fait mal. Ouais. Mais dans tout ça, j'avais mon intuition, puis j'ai appris. Mais des affaires de même, oui, ça l'arrive. Puis des fois, tu penses que tu te backes comme il faut. Puis même si tu as pensé que tu t'étais bien backé, ça peut arriver. Fait que ouais, celle-là, à l'écorche. Puis t'as pas pu repasser tes étiquettes ailleurs? Ben, c'est quoi? J'ai pensé me partir une compagnie de shampoing. Puis tu rajoutes un S à son nom. OK, parfait, je fais ça. Ouais. Noah, qu'est-ce que c'est que cette anecdote-là, j'ai envie de dire triste et négative, là, mais entourant Grey Rocks? Ah oui, je me suis fait avoir. En fait, c'était juste après mon mandat à la Maison Notman et je savais pas quoi faire après la Maison Notman. J'avais en tête de vraiment relancer mon entreprise et j'étais stressé pour trouver mon premier mandat. Un jour, rentre un grand monsieur et accompagné par Mélanie Turgeon, qui est la championne de ski. Oui. Et moi, je suis un grand skieur. Je vois Mélanie, je dis « Wow, c'est cool ça ». Et le mec me raconte qu'il a acheté une montagne qui s'appelle Grey Rocks. C'est dans les Laurentides. À côté de Tremblant. À côté de Tremblant, exactement. Et il me raconte toute une histoire de « Oui, je veux faire une zone d'innovation, je veux changer le dynamique, les gens vont venir à travers le monde innover chez nous. » Ils vendaient sa salade, on peut dire. Tout de suite, sans trop beaucoup de négociations, on signe un contrat ensemble pour 1 an et ça avance, on continue de travailler ensemble. Après pas trop longtemps, il dit « Regarde, je vous propose 10% de l'entreprise. » Et je dis « Regarde, vous avez acheté une montagne qui vaut 30 millions de $. Tu es en train de me dire que tu vas me donner aujourd'hui 3 millions de $? Oui. » Et il dit « Oui, sans problème. » Et là, il y avait un problème. Tu as commencé à te douter qu'il y a quelque chose qui n'allait pas là. Ben oui, effectivement. Et là, j'ai commencé de vraiment insister d'avoir tout, la documentation, le preuve d'achat. Et il dit, ah oui, c'est avec mes avocats, je vous reviens. C'était toujours demain et demain et demain et demain. Et finalement, moi et Mélanie sont parlés. C'était la première fois qu'on avait vraiment pris le temps de parler juste nous deux. Et juste un petit conseil pour tout le monde. Si vous avez d'autres associés dans un projet ou si vous n'êtes pas certain, parle avec les autres personnes dans le projet parce que sûrement ils ont les mêmes doutes.
Ça, c'est intéressant. Isoler les autres partenaires, discuter avec eux pour avoir leur point de vue. Je veux dire, le mec était pas mal intelligent. Ah oui. Et grâce à Mélanie, on avait trouvé les vrais propriétaires du montagne et on les appelle juste comme ça. Ils disent, regarde, question stupide, est-ce que vous avez vendu votre montagne grossièrement? Et silence, vous parlez de quoi? C'est quoi ces niaiseries? Oh my God! Et tout a tombé. Monsieur a recruté une vingtaine de personnes. Il a signé des contrats avec des firmes de marketing. Il y avait des milliers et milliers de dollars juste gaspillés, des gens non rémunérés. Et finalement, j'avais besoin de lui confronter et il nie toute l'histoire. C'est non, je suis le vrai propriétaire de la montagne. Le lendemain, il disparaît. Mais la fin de cette histoire, je reçois un courriel de quelqu'un à Saint-Hyacinthe. Il dit, regarde, j'ai rencontré ce mec, il dit, acheter un terrain à patrimoine, il va transformer en zone d'innovation. Et moi et Mélanie, on avait décidé de mettre l'histoire sur un blog, sur Medium. Et il dit, regarde, j'ai trouvé votre histoire. Est-ce que c'est le même mec? Oui. Alors, il continue. Aujourd'hui, il parle de ville à ville à ville. Il raconte une nouvelle histoire. J'ai acheté un terrain, tout le kit. Ils continuent. C'est ça la force des crosseurs, c'est qu'ils ont une histoire, des stick to it, oui. Ils la racontent, ils y croient eux-mêmes, ça marche pas, ils changent de personne, ils continuent, ils se remettent jamais en question. C'est leur plus grande force, probablement. Et qu'est-ce qui fait, par exemple, que, je sais pas, qu'on peut pas le nommer, mettons, ici en ce moment, c'est parce qu'à cause des poursuites ou, je veux dire, à un moment donné, il faut bien le dire que c'est un crosseur, le gars? Son nom est Sylvain Saint-Maurice. Okay. Il n'y a pas de poursuite. C'est juste, je veux pas lui donner de l'attention. J'aime pas ce mec, que c'est un fraudeur et impressionnant quand même qu'il continue, mais c'est la fin d'histoire avec nous. Donc, on pouvait le nommer, donc Sylvain Saint-Maurice. OK. Non, mais tu sais, les gens sont mieux d'être en garde quand même. Juste avant d'arriver à tes mésaventures, Carlo, je veux savoir, qu'est-ce qui fait le plus mal quand on a l'impression de s'être fait rouler? Est-ce que c'est notre naïveté? Est-ce que c'est notre orgueil? Est-ce que c'est au passage parfois des amitiés brisées avec des associés? Qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Probablement de ne pas avoir été capable de le saisir plus tôt, pas été capable de le juger plus tôt, puis de s'en rendre compte trop tard dans le processus. C'est décevant. Moi, en tout cas, ça me déçoit de moi-même quand ça arrive. Après ça, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que j'apprends pour la prochaine fois? Il y a un apprentissage derrière ça, mais la frustration de ne pas avoir été capable de le déceler plus tôt, ça, c'est ce qui est le plus dérangeant pour moi. OK. Marie-Claude, tu es d'accord avec ça? Oui, bien, tout à fait. Moi, je me considère quand même comme une personne chanceuse, mais j'avoue que je suis une personne qui pose énormément de questions. Fait que moi, mon comptable, il est au bout de mon téléphone parce que dès que j'ai un doute, souvent, je dis qu'est-ce que je fais puis comment je le fais. Peut-être que des fois, j'avance moins vite parce que justement, je suis pas un petit peu plus sur le break. C'est pas les comptables qui font avancer des compagnies. Continue. Ah non, mais le mien, il est vraiment pas pire. Puis savoir bien s'entourer, là, je le dis tout le temps, je suis fatigante puis je tape des gens avec ça, mais c'est la base. Là. Moi, dans mon cas, je te dirais que c'est plus des fois d'éviter des chicanes. Tu sais, des fois, on sait clairement qu'on est en train de se faire avoir d'un bar. Là, tu te dis, je vais le laisser passer. Puis là, tu signes le chèque. Puis pourquoi je paye ça? Puis dans le fond, parce que tu veux éviter la chicane. Fait que ça, c'est une bonne habitude que j'essaie de perdre. Mais oui, des fois, pour, tu sais, dire, relation long terme. Mais dans le fond, tu es en train de t'en faire passer une petite vite. Puis lui, il rit il va toujours en avoir des gens de même. Là. Ah oui. Il y a une dizaine d'années, maintenant, on fait cette première décennie-là. Maintenant, Carlo, tu as eu une mésaventure qui s'est finie en cours. Ah oui, on fait cette décennie-là. Oui, okay. Ça fait un an, ça fait 10 ans quand même. C'est vrai que ça fait 10 ans, puis je l'oublie parce que pour moi, ça fait vraiment très longtemps. Puis mais ça t'a coûté cher, là. C'est à un moment de ma vie où mon salaire était ridicule, à un moment de ma vie où on commençait à croître en volume d'employés. On offrait du soutien scolaire à domicile dans le temps. On avait beaucoup de profs, on avait beaucoup de clients. Puis une mauvaise embauche qui a mené à une situation, je ne peux pas être trop détaillé là-dedans parce qu'on a une entente hors cours. Fait que le drame de tout ça, c'est que ça a fini avec une injonction de la Cour supérieure contre cette personne-là qui a duré 10-11 mois, une entente hors cours, 1 an de bataille juridique avec moi qui n'avais pas d'argent. Ça m'a coûté 50 000 d'avocat, d'argent que je n'avais pas. Et puis de l'énergie, tu vas être épuisé. Oui, c'est clair. C'est la pire année professionnelle de ma vie. Je ne sais pas si j'ai eu pire après, mais il y a eu d'autres moments après difficiles, mais c'est la pire année professionnelle de ma vie. En même temps, j'étais dans un mode de survie. Donc, quand tu es en mode survie, tu as une énergie qui est différente, puis tu fonces différemment, je pense. Ça a été pour moi aussi, cette année-là a été la consécration de « je suis un entrepreneur ». Je me souviens, mon premier garçon était très jeune à ce moment-là. On était vers la fin de cette année, mais sans savoir que ça allait se terminer. Puis je marchais avec ma femme dans le quartier, puis je disais « Isabelle, c'est ça ma vie ». À ce moment-là, j'ai pris conscience que ça m'était arrivé. À mon avis, je n'étais pas dans le tort, mais peu importe.
Mais en tant qu'entrepreneur, demain matin, n'importe qui peut te poursuivre. Tu peux avoir ton fournisseur qui te poursuit, tu peux avoir ton client qui ne te paie pas, que ça va en cours. On n'est jamais à l'abri de ça parce qu'après ça, c'est en cours que ça se décide. Mais tu sais, des poursuites, ça se fait assez facilement. C'est pas souhaitable, mais ça se fait facilement. Fait que ça a été, pour moi, un crochet dans la case. Est-ce que tu es prêt à vivre ça toute ta vie? Oui. Je ne vais plus jamais revivre ça de ma vie. Mais ça a été pour moi une révélation puis de l'annoncer à ma famille. C'est ça ma vie. Fait que je vais tout faire pour que ça se reproduise. Mais là, on est en train de le vivre, puis ça fait partie de la game. Vous êtes jeune, mettons au départ, là, vous n'avez pas beaucoup de sous devant vous, vous vous faites rouler comme ça. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui commencent et qui vont peut-être malheureusement vivre les mêmes choses? Est-ce que vous passez l'éponge? Est-ce que vous dites, ben tant pis? Ou si vous vous endettez pour engager des avocats et foncez? Je pense que c'est une question aussi de c'est quoi le montant puis de quoi qu'on parle. Là. Évidemment. On a une business à rouler, puis je pense que c'est aussi de mettre nos énergies au bon endroit. Tu sais, oui, la confrontation, oui, tu as peut-être des chances de gagner, mais qu'est-ce que tu y laisses? Il y a le montant d'argent, il y a ton temps, ton énergie. Est-ce que c'est l'âge de juste dire, bon, mais non, regarde, j'ai su ça, puis je passe en avant? Pas tout le temps. Dans certaines choses, c'est une question de justice. Puis ça, j'y crois aussi. Oui, avoir raison. Ouais. Pour prouver qu'on a raison. Mais je pense que c'est... L'orgueil aussi. C'est l'orgueil, mais après ça, c'est de savoir, OK, j'ai une business, j'ai des employés, j'ai une famille. C'est où que je tranche? Fait que je pense que c'est ces questions-là à la base qu'il faut que se poser. Puis après ça, tu y vas avec ton cœur puis ta tête puis dire tu prends la décision. Là. OK. Je pense que ce sont des expériences qui nous aident aussi. Je ne connais aucun entrepreneur qui n'a pas une histoire où ils se sont fait avoir. Ouais. Ça fait part de notre expérience et ça nous oblige de nous questionner, de questionner tous les gens avec qui on va travailler. Et c'est une leçon de la vie. Il faut être vraiment prudent. Il faut faire des background checks avec les avocats. Il faut vraiment vérifier, avoir des références avec des gens avec qui vous allez travailler. Nous, quand on demande de travailler avec un nouveau fournisseur, il demande notre crédit, une vérification de crédit. Il veut parler avec d'autres fournisseurs. Il faut s'assurer que ça va bien. Même si on est petit, on peut prendre les mêmes initiatives pour nous protéger. Ouais, moi, ma plus grande force, c'est ma passion, puis je m'emballe pour des projets, mais c'est aussi ma plus grande faiblesse dans les partenariats parce que je m'emballe. Donc, le côté objectif prend un peu le bord, puis ce que Noah a dit est super vrai. Puis l'autre truc que Marie-Claude a dit sur l'intuition, moi, ce que j'ai appris dans les quelques fois où j'ai l'impression de m'être fait avoir, c'est je me suis pas fié à mon feeling et à la partie objective un peu de mon cerveau. Je m'emballais pour des projets ou une autre histoire que moi j'ai, c'est j'avais jugé un potentiel partenaire, pas pour ce qu'il était, mais pour ce que j'avais l'impression qu'il était. Donc, ça avait l'air d'être pour un partenariat de diffusion pour aider son enfant.com avec un autre site web très gros au Québec. Ça avait l'air big. C'était big, mais les gens dedans n'étaient pas pantoute. Donc, quand moi, je les ai rencontrés, j'ai pas écouté cet instinct-là. J'ai plus regardé ce que moi, j'avais l'impression que c'était de l'extérieur. Finalement, il n'y a pas eu d'entente parce qu'ils étaient vraiment pas big. Mais moi, j'étais prêt à faire une grosse entente avec eux. Donc, j'ai été chanceux parce qu'il n'y avait tellement pas de vision que j'ai pu éviter ce piège-là. Mais j'ai retenu la leçon, par exemple. J'ai été chanceux parce que j'étais prêt à aller beaucoup plus loin avec eux parce que je me fiais pas j'avais pas l'objectivité de bien saisir c'était qui ces gens-là puis quels étaient les plans qu'ils avaient pour un projet commun. Vous me parlez depuis tout à l'heure donc de fois où vous êtes fait rouler, où ça a été plus difficile et tout ça. Et c'est vrai que pour des gens de l'extérieur comme moi, souvent, on a souvent cette expression-là qu'on entend, le milieu des affaires, c'est un milieu de requins puis tout ça. T'sais. Est-ce que être sur vos gardes, ça fait partie de votre quotidien ou si, à un moment donné, faut pas exagérer non plus, là, c'est pas... Ben, je pense pas oui, on est sur nos gardes tout le temps. Je pense même pas qu'on s'en rend compte. Là. On rentre dans la business un matin, on se dit pas, oh mon Dieu, je suis sur les gardes. Moi, cette année, j'étais en train de me construire un contrat béton parce que j'ai été échaudée de certaines situations par le passé. Puis j'ai dit non, là, faut que je me protège. Puis on parle de se faire avoir, mais en même temps, on apprend. Noah, tantôt, il dit, on apprend là-dedans. Mm-hmm. Mais en plus d'apprendre, on est capable de voir aussi, je pense, c'est qu'est-ce qu'on a bien fait là-dedans aussi. Puis ça, faut pas l'oublier. Une fois, j'ai été dans une situation où je venais d'acheter une entreprise familiale. Ça faisait 2 ans. J'avais un contrat, j'avais un gros client. J'avais pour 92 000 $ en stock pour lui. Puis, il se fait racheter par une compagnie américaine. Que moi, je m'assure, est-ce qu'ils vont honorer nos contrats? Est-ce qu'ils vont honorer qu'est-ce qu'ils ont commandé? T'sais? Oui, tout va bien aller. Bon, le transfert se fait. On arrive au point culminant de la situation et j'ai un coup de téléphone. Écoute, on prend pas l'inventaire. Ils ont des PO signés, j'ai un contrat, là, tout est là. Mm-hmm. Ce coup, fuck off. C'est pas vrai, là. Tu vas le prendre, ton inventaire, puis tu vas le payer.
Et là, on me rend compte que une petite entreprise, la petite fille de 26-27 ans, avec une entreprise énorme américaine, j'ai aucune chance. Je suis David contre Goliath. Je l'ai-tu vu venir un peu? Complètement non. Fait que je suis allée sans négociation, puis finalement, je m'en suis sortie avec... j'ai laissé 12 % à sa table. T'es allée seule négocier avec eux? Oui. Wow. J'ai laissé 12 % à sa table. Moi, pour moi, tu sais, quand quelqu'un dit on coupe la poire en deux, c'est 50 % J'ai laissé 12 % Je suis fière. Je suis super contente. Oui, c'est une expérience super tough. C'est vraiment difficile. J'ai braillé. Là. Je rentrais le bureau le matin, puis il fallait pas que ça paraisse, mais sacrifice, c'était pas facile. Mais on passe au travers. Puis j'apprends. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça. Je me construis des contrats encore plus sérieux. Oui. Tu gardes pas trop d'inventaire non plus, j'espère. Et moins d'inventaire, oui. Non, en ce sens-là, parler de leçons. Puis toi, Carlo et Marc-Claude aussi, vous m'aviez carrément dit que vous aviez donc appris en quelque part. Donc, ce que je comprends, c'est que de se faire avoir peut quand même nous rendre meilleurs. En conclusion, c'est ce que je comprends. Oui, mais ça arrive à tout le monde. Donc, Oui, absolument. Et nous sommes des entrepreneurs. Dans notre quotidien, notre boulot, c'est de prendre des risques chaque jour. Il n'y a pas de garantie. C'est pas à dire que chaque personne avec qui on va travailler va bien. Peut-être même si on commence une relation avec quelqu'un avec du bon foi, cette personne va changer. Une entreprise va changer. Les circonstances vont amener des autres circonstances qu'on ne peut pas prédire. Alors, on n'a aucun choix de juste rentrer là-dedans et faire notre mieux pour nous protéger, prendre des bonnes décisions et agir de bonne façon quand on apprend. Mais il ne faut pas arrêter de prendre des risques. C'est la vie pour nous. Noah, Carlo, Marc-Claude, merci pour votre humilité. Vraiment, je trouve ça cool de vous entendre, de vous... Il n'y a rien là. Comme ça. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Être humble pour toi, hein? C'est facile. Et en terminant, on lance un nouveau projet aujourd'hui. Ça se passe sur Instagram et ça s'appelle Les Grands Baladeurs. C'est quoi Les Grands Baladeurs, Carlo? Grands Baladeurs, c'est on met en valeur nos déplacements hors Québec, hors Canada, les entrepreneurs petits et grands. On en fait beaucoup de ces voyages-là. Puis on veut partager ça avec les autres entrepreneurs. Donc, c'est un hashtag sur Instagram, hashtag Grands Baladeurs. Puis, dans le fond, ça commence aujourd'hui. Allez voir ça sur Instagram. Puis, partagez vos photos, puis on en sélectionne, puis on les republie. Ah oui, puis il y a un paquet de personnalités de la communauté des affaires qui ont accepté de lancer ce projet-là avec nous autres, à commencer par Martin Junot qu'on a reçu la semaine dernière. Merci beaucoup, tout le monde. Merci à toi. Bye. La semaine prochaine, on aborde un sujet qui n'est pas évident non plus. Et Carlo, tu vas être là. Oui. Tu es notre spécialiste des causes pas évidentes. La solitude chez les entrepreneurs. Merci beaucoup, tout le monde. À la semaine prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!